Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du fameux projet de Super League qui a été maintenant mis en lumière. J'ai réagi évidemment le jour même sur ce projet en tant que fan de foot pour dire pourquoi je pensais qu'à la fois sportivement et économiquement c'était une aberration. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre du recul sur la genèse de ce projet en fait et pourquoi cette sécession est possible. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue sociologique ou sociétal, disons, parce que cette Super League symbolise en quelque sorte, même si c'est au niveau du sport et du football, ça symbolise une sorte de sécession des élites vis-à-vis des autres, vis-à-vis des clubs les moins riches, vis-à-vis du reste de la population, et même dans ce cas-là, vis-à-vis de leurs supporters, parce que les supporters n'ont jamais été consultés dans ce projet. Alors qu'est-ce que c'est en fait la Super League? C'est un projet lancé par 12 des plus grands clubs européens, 6 clubs anglais, 3 clubs espagnols, 3 clubs italiens, de faire une sorte de ligue semi-privée en fait, où ces 12 clubs seraient d'office sélectionnés pour faire cette compétition, une sorte de Coupe d'Europe qui ne dit pas son nom, une Coupe d'Europe privée. Et il y aurait que 5 clubs, il y aurait 3 autres clubs permanents et 5 autres clubs qui, eux, seraient invités dans cette sorte d'élite privée. Alors déjà, effectivement, au niveau du sport, et ça a été dit par plein de personnes, ça a été dit par les supporters de Leeds qui ont dit que le football, ça se gagnait sur le terrain et pas en coulisses. Pep Guardiola dit la même chose, que de toute façon, à partir du moment où il n'y avait plus de mérite sportif, on pouvait plus vraiment appeler ça du sport. Donc déjà, en tant que tel, sportivement, c'est scandaleux. Mais après, il y a même le format quelque part qui peut être remis en cause. Et je pense que c'est une erreur à la fois sportivement et économiquement, cette Super League. Au-delà même des aspects moraux et du fait que je suis contre cette sorte de ligue semi-fermée. Les Européens ne sont pas des Américains. Et ce genre de pratique, en fait, choque d'un point de vue sportif pur. C'est pas dans nos traditions sportives. Mais en fait, je pense que c'est une mauvaise chose, même en y réfléchissant, tant sportivement qu'économiquement. Parce que le format, c'est quoi? Le format, c'est de multiplier les matchs de poules, donc des matchs avec moindre enjeu, et pour après avoir très peu de phases finales. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de multiplier les matchs, parce qu'ils pensent que de multiplier les matchs, ça va multiplier les rentrées de droits TV. Et moi, je pense que c'est une logique complètement court terme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à la fois mauvais sportivement, mais aussi économiquement. Sportivement, pourquoi c'est mauvais? Tout simplement, et tous les fans de foot vous le diront, quels sont les matchs qui vous font vibrer? Est-ce que c'est le 15e match de poule ou est-ce que c'est un match aller-retour avec les possibilités de remontada et autres? Est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer? Moi, par exemple, je suis supporter de l'OM, mais les moments où j'ai le plus vibré, c'était les matchs retour de Coupe d'Europe. J'en ai vécu 3, l'épopée de 99, l'épopée de 2004 avec Drogba, et la dernière en 2018, notamment le match face à Leipzig où il y avait un retour avec un match avec le Vélodrome qui était en ébullition, et c'était absolument magnifique. Et c'est ce genre de match de passion, en fait, dont les supporters se rappellent, et c'est ces matchs-là que les gens veulent voir. Et sportivement, d'avoir 4 ou 5 Real Madrid-Barcelone, ou d'avoir 4-5 Juve-Liverpool ou City-Tottenham, finalement, en fait, même sportivement, comme il n'y a plus ce côté de rare, ce côté exclusif, en fait, ça fait perdre de la saveur à ces matchs-là. Et c'est aussi pourquoi, économiquement, en fait, c'est une aberration. Et je pense que le foot devrait plutôt s'inspirer de l'industrie du luxe qui fait sa valeur, c'est notamment la rareté, la désirabilité. Et en fait, même économiquement, je pense que moins de matchs et plus de matchs à élimination directe pourraient bien plus se valoriser quelque part que de multiplier les matchs qui vont faire perdre de la valeur à terme. En fait, c'est un réflexionnement dans l'air du temps, court terme versus le moyen terme, parce qu'à court terme, effectivement, multiplier les grandes affiches, ça va rapporter de l'argent, mais moi, je pense qu'à moyen terme, c'est une façon de dévaloriser le produit, même si j'aime pas le terme de produit dans ce cas-là, et finalement qui va faire perdre de la valeur à la fin en banalisant des matchs qui doivent être exceptionnels, qui doivent être uniques.
Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, il faut voir cette dérive, on va partir plus à l'aspect politique, c'est pourquoi ce genre de dérives sont rendues possibles. Tout simplement parce que l'Union européenne, le droit de l'Union européenne le permet. Il y a des précédents. En fait, on a ces dérives-là à cause du droit de l'Union européenne. Et c'est là que c'est intéressant politiquement. Pourquoi? Parce que vous le savez, les traités de l'Union européenne promeuvent la concurrence partout. Et or, il y a des cas concrets, il y a des précédents. Il y a notamment une jurisprudence au niveau du patinage de vitesse où vous aviez le 8 décembre 2017 la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui expliquait qu'il était interdit pour la Fédération internationale de patinage d'exclure le champion olympique et le champion du monde qui avaient participé justement à des compétitions en parallèle. Et son raisonnement, c'était quoi? C'était celui de dire que le sport, finalement, était un domaine économique comme les autres, qu'il était soumis au droit de la concurrence et quelque part, en voulant sanctionner ces deux patineurs, il y a eu une forme de monopole et d'atteinte au droit de la concurrence. Et donc, cette commissaire européenne a sommé la Fédération internationale de patinage de ne pas menacer d'exclure ces deux patineurs. Et ça va être la même chose au niveau du foot. C'est pour ça qu'ils font cette Super League. C'est qu'ils savent très bien que les menaces de l'UEFA, de la FIFA, d'interdire les clubs de participer aux championnats nationaux, les menaces d'interdire les joueurs d'aller en sélection nationale, ben ça, le droit européen va interdire à ça. Et donc, ils ne pourront rien faire là-dessus. Et donc, c'est toute la subtilité. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a des précédents en équitation, en automobile, va exactement dans le même sens. Donc, il y a une jurisprudence qui va dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pourquoi on a vu aujourd'hui, j'ai pas eu les détails, mais un tribunal de Madrid qui dirait que ça serait illégal pour la FIFA ou l'UEFA d'exclure des joueurs, puisqu'ils doivent s'appuyer sur le droit de l'Union européenne. Donc, c'est le droit de l'Union européenne qui permet cette dérive. Et c'est d'ailleurs le droit de l'Union européenne aussi qui a amené ce qui est devenu le football qui se détériore année après année. C'est le foot fric par excellence et c'est du fait du droit européen. Rappelez-vous l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, c'était un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en s'appuyant sur les traités européens de libre circulation des travailleurs, a mis fin au système des quotas qui existait avant dans le football européen. Il y avait le droit maximum à 3 footballeurs étrangers par club. Et en fait, ça permettait aux meilleurs joueurs, ça permettait aux clubs de tous les pays de garder dans une grande majorité leurs meilleurs joueurs. C'était un marché qui était régulé. C'est pour ça que vous aviez des épopées de clubs à l'époque yougoslaves, les Pays-Bas, l'Ajax qui a été multiples fois champion et tout un tas de pays ou de championnats qui sont considérés comme mineurs avaient 1 ou 2 grands clubs de qualité parce que les meilleurs nationaux jouaient dans leur pays. Et bien en fait, l'Union européenne, par l'arrêt Bosman, a fait voler en éclats, a fait un marché total et maintenant, il y a de ce fait-là une concentration de tous les meilleurs joueurs dans les clubs les plus riches et le football, malheureusement, est déjà le règne de l'argent. Et c'est pour ça que je ne veux pas d'ailleurs seulement attaquer la Super League, mais l'UEFA et la FIFA, en plus du droit de l'Union européenne, ont là aussi une responsabilité dans le côté foot business. Et c'est malheureux parce que même la réforme actuelle de la Ligue des Champions, sur le plan sportif, est quelque part quasiment aussi nuisible que cette Super League parce qu'elle veut multiplier, faire 4 grandes poules de 9 équipes et donc multiplier là aussi les matchs de poules. Alors ce qui est intéressant, c'est les matchs à élimination directe. Je rappelle que l'ancienne Coupe d'Europe, déjà, c'était beaucoup plus limité parce que vous aviez 3 Coupes d'Europe. Vous aviez la Coupe d'Europe des clubs champions, il n'y avait que le champion des pays qui pouvait jouer. Alors déjà dans cette optique de foot business, l'UEFA a augmenté, il y a 4 clubs anglais, 4 clubs espagnols, etc. pour qu'il y ait une concentration de ces matchs-là. Donc l'UEFA est finalement allé déjà dans ce sens-là quelque part. Et vous aviez la Coupe des Coupes, la Coupe des vainqueurs de coupe et la Coupe UEFA qui était d'ailleurs beaucoup plus valorisée à l'époque. Et donc l'UEFA est déjà allé dans ce côté foot business, est déjà allé dans la primauté des championnats les plus riches en sélectionnant massivement des quotas pour les clubs italiens, allemands, anglais et espagnols au détriment des petites nations. Donc l'UEFA est déjà allé là-dedans. Alors évidemment, je préfère quand même ce système à la Super League parce que ça garde le côté du mérite et quelque part, toutes les places se gagnent sur le terrain. Même si on sait que le budget est prépondérant dans les résultats, au moins vous avez
logique sportive derrière, même si l'accès est de plus en plus élitiste et de plus en plus restreint. C'est pourquoi je préférais toujours la Ligue des Champions à la Super League, mais il n'empêche que cette réforme de la Ligue des Champions, sportivement et aussi sans aucun intérêt, et l'ancienne Ligue des Champions, il y avait énormément de matchs à la Coupe des clubs champions, énormément de matchs, c'était des matchs à élimination directe aller-retour, et sportivement, finalement, c'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus intéressant. Et enfin, je finirai en allant dans les perspectives, pas seulement les constats. Alors oui, comme je l'ai dit, cette dérive est rendue possible à cause du droit de l'Union européenne, et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que notre salut viendra d'Angleterre, du Royaume-Uni, qui n'est pas soumis au droit de l'Union européenne. Et on a vu qu'en Angleterre, c'est très mal passé. Il y a beaucoup de supporters qui sont contre ça. J'ai parlé tout à l'heure des supporters de Leeds. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter aussi des rassemblements de supporters de Chelsea et autres. Il y a des joueurs comme Marcus Rashford qui sont très très connus en Angleterre, qui ont pris position contre cette Super League. Et je pense qu'en fait, le projet pourra capoter grâce à l'Angleterre, parce que le Royaume-Uni étant plus soumis au droit européen, Boris Johnson va pouvoir légiférer, lui, pour interdire en fait cela sans risquer d'être retoqué par la Cour de justice de l'Union européenne. Et si des clubs comme par exemple le Bayern restent fermes et que le gouvernement britannique interdit, parce qu'il a les moyens de légiférer, contrairement au gouvernement espagnol, au gouvernement italien, au gouvernement français qui est dans la main du droit de l'Union européenne, ils vont pouvoir légiférer, et si les clubs anglais sortent, et après avec le Bayern de Munich et le marché allemand qui est aussi un gros marché, comme cette Super League n'est faite que pour le fric, eh bien si ces deux pays-là sortent au niveau du marché, si vous enlevez l'Allemagne et le Royaume-Uni, bah, cette Super League serait morte d'elle-même, et donc c'est une des voies notamment de sortie, mais j'espère en tout cas de tout cœur que les supporters de tous les pays se liguent contre ça, et surtout que les joueurs et les entraîneurs avec une grande notoriété prennent position. J'ai vu notamment avec satisfaction, comme j'ai dit tout à l'heure, Pep Guardiola qui l'avait fait. Ça, je pense que c'est très bien. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités et se battent contre quelque chose qui n'est plus du sport. Et c'est une erreur, comme j'ai dit tout à l'heure. Les Européens ne sont pas des Américains, et s'ils pensent qu'un système où on fait 15 000 matchs, etc. aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils vont là-bas au stade, ils regardent à peine le match, ils viennent pour consommer, ils vont manger des hot dogs, des bières, etc. On est à des années-lumière de la mentalité des supporters en Europe, et donc ils veulent calquer un modèle qui ne peut pas marcher selon moi en Europe. D'ailleurs, il y a la banque américaine JP Morgan qui est derrière. On sait que beaucoup de clubs au niveau du championnat d'Angleterre sont détenus par des Américains, et je pense qu'en fait, ils ont une analyse qui est à la fois fausse et qui est néfaste. Et c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, je suis contre ce projet de Super League. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour voir toutes les vidéos. Évidemment, d'habitude, c'est plus politique, mais là, vous pouvez voir que sport et politique peuvent être aussi liés. Et je vous dis à très bientôt.